Les podcasts du Figaro. Au numéro 12 de la rue Transnonain, à l'emplacement de l'actuelle 62 rue Beaubourg, à Paris, deux amants sont allongés dans un lit. L'un dort, l'autre veille. La jeune femme s'appelle Annette Vacher. Elle doit avoir dépassé la vingtaine. Personne ne peut donner son âge exact, mais tous se souviennent de ses yeux verts, légèrement bridés, de son épaisse chevelure d'un rouge rabattu et de ses taches de rousseur. Quelque chose d'excessif dans la féminité, de débordant. Madame Pajot, la concierge de l'immeuble, est plus directe. Pour elle, c'est une fille. Un drap s'enroule autour de ses cuisses. Du bout des doigts, elle caresse le dos de son amant, respire le parfum âcre de ses aisselles. Louis Bréfort dort à ses côtés. Lui, on connaît son âge, 18 ans tout juste. Cheveux noirs, corps mince, regard velouté, de longues mains d'artiste. Il est plongé dans un sommeil profond, car malgré le fracas des combats dehors, les râles des mourants, les coups de feu et les bombes qui éclatent dans les barricades, ou bien à cause de ce fracas, ils viennent de s'offrir leur première nuit d'amour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de L'affaire de la rue Transnonain de Jérôme Chantreau, publié aux éditions La Tribu. Je m'appelle Bruno Corti, je suis journaliste au Figaro littéraire. Bonjour Jérôme Chantreau. Bonjour. Alors vous publiez L'affaire de la rue Transnonain, un roman qui nous plonge dans le Paris de 1834. Louis-Philippe est au pouvoir depuis 1830. La monarchie de Juillet craint les débordements qui, depuis 1831 et la révolte des Canuts à Lyon, lance les grandes insurrections sociales. En avril 1834, les manifestations se multiplient. Paris se couvre de barricades et pour sauver le pouvoir, Adolphe Thiers, l'ancien journaliste, se laisse convaincre par le général Bugeaud d'écraser l'insurrection avec son 35e de ligne, fort de 40 000 hommes. Au prétexte de tirs venus d'un immeuble de la rue Transnonain, aujourd'hui Beaubourg, la troupe investit l'endroit et massacre sans pitié ses occupants. 12 civils sont tués, parmi eux un jeune homme qui serait à l'origine du coup de feu sur un officier. Seule une personne a survécu à ce carnage, une jeune prostituée, qu'il faut évidemment retrouver et faire taire. Jérôme Chantreau reconstitue le Paris de l'époque, sa géographie, ses métiers, son peuple. On y est, on y croit. Alors Jérôme Chantreau, première question. Écrire ce roman a dû vous demander un colossal travail de documentation. Oui, c'est un travail qui s'étale sur 3 années et demie. Ça fait assez long pour vraiment l'écriture, d'autant que c'est de l'écriture au quotidien, tous les jours. Donc oui, un gros travail de documentation qui s'est basé sur le dossier d'instruction qui est la bibliothèque du Sénat. Possible aussi d'être téléchargé sur Internet grâce à la BNF. Donc voilà, ça c'est la base même de la documentation, puis après beaucoup d'autres choses. Une précision sur la taille du dossier quand même. 6 volumes, 11 000 pages en tout, voilà, avec la partie qui concernait Transnonain, qui doit faire 400 ou 500 pages. Oui, ce qui est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Comment se fait-il qu'on ne sache pas grand-chose ou qu'on ne connaisse pas la rue Transnonain ? Alors ça, c'est le coup de force que j'essaie d'expliquer dans le livre d'Adolphe Thiers, qui est donc ministre de l'Intérieur au moment des fêtes et qui va tout faire pour étouffer cette affaire. Une affaire qui, au départ, crée un véritable scandale, c'est-à-dire que tous les hommes en vue en parlent. Stendhal dans Lucien Neuvaine, Victor Hugo un peu plus tard, Lamartine bien sûr, tous les journalistes. Quand on fouille la presse de l'époque, c'est vraiment quelque chose qui, pendant quelques mois, va créer un véritable scandale. Et puis, Thiers a une idée géniale, si on peut employer ce terme, c'est qu'il va créer un procès monstre, 3500 inculpés, un procès qui s'étale sur 1 an et demi, 3 séances qui s'occupent d'abord de la première émeute des Lyonnais, les Canuts, puis après de Marseille, puis après de Paris, et tout ça, cette masse, donc ce dossier d'instruction massif et aussi cette instruction, va noyer l'affaire Transnonain. Et puis vous savez très bien que dans la presse et même dans le public, quand même un grand scandale prend un peu trop de temps à réapparaître et à aboutir à une vérité, bien plus personne ne s'en occupe. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce travail de recherche ? La surprise a été véritablement partout parce que, encore une fois, ça a été étouffé. La parole des insurgés,
les combats sociaux, les barricades, etc. Alors, est-ce que ça m'a surpris? Je ne sais pas, mais c'est le rôle de l'État, et puis surtout, l'effet miroir qu'il peut avoir avec notre époque. Oui, c'est peut-être ça qui m'a le plus surpris, en tout cas très intéressé, de voir à quel point la monarchie de Juillet, qu'on connaît finalement assez mal, qu'on n'étudie pas du tout à l'école ni même à l'université, à quel point cette monarchie de Juillet présentait une sorte de laboratoire de notre époque, à la fois politique, les combats sociaux, le rapport aussi entre l'État et le peuple. Alors, marier l'historique et le romanesque, c'était ça le plus grand défi? J'ai cru comprendre que vous aviez dit quelque part que vous vouliez écrire un roman, une sorte de roman d'Hugo écrit par Elroy. Toute proportion gardée, évidemment, hein, mais il faut se donner des objectifs élevés. Les Misérables, l'action se passe en 1932, hein, donc c'est aussi l'époque des grands romans de Balzac, donc il était inévitable que, effectivement, ce livre ait dans sa matière même quelque chose qui fasse penser au roman du 19e, mais l'idée c'était de venir le traiter de manière évidemment moderne, pas faire un roman du 19e, surtout pas très largement en dessous des grands devanciers, et de venir avec quelqu'un comme référence que j'aime beaucoup, James Ellroy, pour rendre le style plus nerveux. Et puis aussi, James Ellroy, finalement, c'est aussi un auteur de romans historiques, sauf que pour lui, ses romans se situent dans les années 60, mais il y a beaucoup à prendre chez lui. Et il y a aussi ce concept d'immersion totale quand il est dans Los Angeles, c'est-à-dire qu'il écrit ses romans à raison de 15 heures par jour, enfermé dans une pièce un peu comme celle-ci, peut-être moins éclairée, mais c'était ça aussi l'idée, c'était d'être totalement dans le sujet à sa manière. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une grande leçon de cet auteur, c'est de savoir s'immerger totalement dans son sujet. Alors, c'était bien sûr le 19e siècle, les combats sociaux, la monarchie de Juillet, les barricades, mais c'était surtout Paris, l'atmosphère, les odeurs, les métiers, la rue. Essayer de rendre compte de ce qu'était ce Paris avant Haussmann, qui a encore beaucoup à voir avec celui du Moyen-Âge, finalement. Et donc, pour arriver à ça, oui, il faut totalement s'immerger là-dedans. On découvre beaucoup de métiers qui ont disparu, avec des noms qui font rêver parfois, c'est assez poétique. On découvre des lieux, mais comme la rue Transnonain qui n'existe plus. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce Paris que vous mettez en scène ? On a quelques vestiges, par exemple la rue Saint-Martin, voilà, porte Saint-Martin, c'est le mur des fermiers généraux. Il y a aussi, alors pour certains des lecteurs et lectrices du livre, c'est toujours amusant d'essayer de le retrouver, mais rue Beaubourg, donc la rue Transnonain était le nord de la rue Beaubourg, à l'angle de la rue Chapon, il y a encore gravé dans la pierre, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de plaque, on gravait les murs des immeubles, l'inscription rue Transnonain. Donc voilà, il reste cette petite signature du passé, qui n'en dit pas plus. La mairie de Paris n'a pas voulu nous expliquer vraiment ce qui s'était passé. Mais il n'y a pas marqué ici ont été massacrés ou tués Non, rien du tout. Personne ne s'en est vanté. Est-ce qu'on peut dire à propos de cette affaire que c'est aussi une affaire d'État ? Oui, tout à fait. Pour moi, le point de départ de cette réflexion-là, ça a été le mémoire que Ledru-Rollin, qui avant d'être une station de métro était un avocat, alors jeune à l'époque, et puis après un grand homme politique du 19e, Ledru-Rollin va donc, au bout de 2-3 mois après le massacre de la rue Transnonain, écrire un mémoire qui aura pas mal d'importance, dans lequel il attaque directement l'État. Et il dit, une première chose importante, il dit c'est un guet-apens de police. Et puis, il pose une question qui, moi, m'a éclairé pendant tout le travail. Il dit, jusqu'où un État peut-il aller pour se préserver ? Quand je vous disais que cette époque éclaire beaucoup les suivantes et la nôtre, je pense que la question de Ledru-Rollin est toujours beaucoup de force aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible, quand on est romancier et qu'on écrit ce type d'histoire, de ne pas prendre parti ? Non. Je pense que c'est impossible de ne pas prendre parti. Mais ce qui est important, c'est de ne pas foncer bille en tête avec des certitudes. Parce que, d'abord, si on est un peu honnête, elle risquerait de voler en éclats. Ou bien, si on veut se braquer, on passerait complètement à côté du sujet. Donc voilà, il y a une complexité dans les personnages. Le seul personnage inventé, par exemple, c'est Joseph Lutz. Tous les autres ont existé. Celui-là est très complexe. Oui, mais il est formidable d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. On est frappé par ce mélange, cette alchimie qui fonctionne parfaitement entre le réel et l'imaginaire. Alors les personnages comme Thiers, qu'on connaît,
parce qu'il y a des rues et autres, mais finalement, dont on ne se souvient pas forcément qu'il a eu une longévité, à la fois comme journaliste, comme homme politique, et jusqu'à la Commune. Bugeaud, dont on se souvient quand même qu'il a dirigé des soldats, et notamment ce 35e de ligne qui a commis quelques massacres en Algérie. Le Dru-Rollin, vous venez de le signaler, et Louis-Philippe, évidemment, caricaturé par Daumier et d'autres, en poire. Donc tout cela, on les a, ils sont là, et puis il y a les autres. Et quand on dit il y a les autres, il y a Lutz, ce flic qui a travaillé avec Vidocq. Est-ce que c'est pas le grand plaisir de créer ce type de personnage très ambigu? Oui, c'est un grand plaisir. Et puis aussi de créer un personnage de fiction au milieu de faits réels, de faits historiques, même si je me permets quelquefois de combler certains trous de l'histoire. C'est bien le rôle d'un romancier. Il y a un grand plaisir à lancer en fait ce personnage-là. Lutz, c'est pas pour rien, c'est la lumière. Il va faire la lumière malgré ses parts d'ombre qui sont nombreuses et très obscures. Mais oui, c'est un grand plaisir. Après, il faut aussi qu'il soit au niveau des personnages historiques, c'est-à-dire que s'il n'est pas vrai, il faut qu'il soit vraisemblable. Et ça, c'est vraiment le travail, c'est de se dire, bon voilà, c'est un flic des mœurs, très bancal, qu'on envoie là parce qu'on peut le manipuler. D'où viennent ces types-là? Quel a été leur parcours? Il faut tirer des fils, comme ça. C'est pour ça que j'ai découvert que bon nombre étaient des policiers de Vidocq, parce que nombreux aussi étaient ceux qui avaient combattu dans les armées de Napoléon et qui s'étaient retrouvés demi-soldes, alcooliques, vagabonds. Donc il y a une logique dans ces parcours-là. Ça, c'est super intéressant. En fait, ce personnage souffre de migraines atroces consécutives à un éclat d'obus dans les guerres napoléoniennes. Mais c'est intéressant. Où est-ce que vous avez été pêché cette histoire? Ça, vous l'avez trouvé nulle part, c'est dans votre tête. Oui. Et comme j'écris tout entre 5h et 10h du matin, il y a bien des choses qui m'échappent encore. À quel moment c'est arrivé, par quel biais, par quel hasard du travail. Voilà, les choses arrivent. Le Paris aussi que vous reconstituez, c'est un Paris d'odeur pestilentielle. Mais ça, c'est pareil, vous ne l'avez pas dans les archives. Oui, il y a des textes qui relatent ça très bien. Récifs de la Bretonne, Mystère de Paris, Dessus. Donc ça, c'est des livres qui nous font ressentir. Et puis, il faut s'imaginer, vous avez parlé de Claude Carissage, Montfaucon. Il y a 12 000 chevaux qui meurent par an à Paris. On ne parle pas évidemment des cochons, des vaches, des chats, des chiens. Donc il faut en faire quelque chose. Alors, on ne mange pas la viande des chevaux. C'est interdit à l'époque. Que devient-elle? Alors, elle devient plein de choses, et il en reste toujours. Il faut imaginer qu'il y avait 300 chiens autour des murs de Montfaucon qui venaient manger cette viande, et puis aussi des éleveurs d'asticots. En tirant ces fils-là, on en arrive à des choses assez fétides. Quel est le pire personnage réel à vos yeux? Est-ce que c'est Thiers qui ordonne le massacre, ou est-ce que c'est Bugeaud qui l'exécute finalement? On pourrait prolonger votre question en disant, est-ce que les soldats du 35e de ligne sont des monstres? Le 35e de ligne, à l'époque, c'est un peu comme si la Légion étrangère rentrait dans votre immeuble et tuait tout le monde. Ce sont des tueurs. Mais pour autant, ce sont des gens qui obéissent à des ordres. Et on sait même, puisqu'on a des témoignages des survivants, il y a eu des survivants, que certains hommes du 35e de ligne ont voulu sauver, notamment sauver des femmes. Alors on progresse, on remonte. Bugeaud, il obéit. Sa mémoire est entachée par d'autres crimes, peut-être bien plus atroces. Il y avait d'autres généraux ce jour-là à Tros-Nonain, et on sait d'ailleurs que, c'est là où j'ai pris quelques libertés, Bugeaud était là, bien sûr qu'il était là, mais peut-être que ce sont d'autres généraux qui étaient un peu plus au cœur du combat ce jour-là. Donc Bugeaud, lui, il porte en lui les massacres de Blida, les enfumages en Algérie, il porte en lui tout ce qu'il a fait comme massacre. Et donc, on en arrive à Thiers. Est-ce que le donneur d'ordre n'est pas le premier responsable? C'est ce que je pense. Bugeaud est quand même celui qui dit, et vous le citez, c'est ça qui est formidable, nous passerons pour des massacreurs le premier jour, pour des sauveurs le lendemain. Cynisme monstrueux, quand même. Oui. Et il a vraiment dit, mitraillez, présentez-moi des femmes, des enfants, des vieillards, et mitraillez. Ça nous donne aussi une idée de la violence des combats sociaux, des rapports entre le peuple et l'État et sa police. L'armée et la police, c'est un peu la même chose à cette époque, où il n'est pas rare d'avoir des centaines de morts sur le pavé après les manifestations. Tros-Nonain, c'est une petite émeute par rapport à d'autres, 2 ans plus tôt par exemple. Je voulais qu'on dise 2 mots des personnages féminins, puisque le témoin que vous imaginez, ou qui a existé, qui est cette jeune prostituée, à un moment donné se réfugie
chez des femmes qui sont des journalistes. À l'époque, c'est quand même, il y a 200 ans, ça a existé, on a l'impression que ça non plus, on n'a plus ça en tête. On oublie ces femmes donc, qui sont des saint-simoniennes. Alors les saint-simoniennes, c'est des socialistes utopistes, et notamment chez les saint-simoniens, on attend le Messie, et ce Messie est une femme. Donc ce sont des socialistes qui sont de vrais féministes. Et parmi eux, bien sûr, il y a des femmes. Et ces femmes-là vont créer d'abord un journal qui va s'appeler la Femme Libre, puis la Tribune des femmes. Des femmes journalistes, il y en a, elles s'occupent de mode, de jardinage et de cuisine. Là, c'est la première fois que ce sont des femmes qui s'occupent de politique. Aucune intellectuelle parmi elles, ce sont des ouvrières qui signent toutes par leur prénom. Parce que le patronyme, c'est le nom du père, de l'homme. Et ce sont d'incroyables guerrières du féminisme, dont les idées pourraient tout à fait être reprises aujourd'hui au mot près. Il y a Suzanne Voilquin, dont la vie mérite au moins un livre. Il y a la fabuleuse Claire Desmarres, qui se suicide à 33 ans, voyant sa cause ne pas aboutir, et qui écrit 2 livres. Ce sont des femmes absolument magnifiques, et qui, j'espère, vont revenir un peu en haut de l'histoire du féminisme. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de L'affaire de la rue Transnonain, publié aux éditions La Tribu. Merci Jérôme Chantreau. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Bruno Corti, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, sur le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt.